l'esprit, c'est comme un parachute. Pour que ça fonctionne, il faut l'ouvrir. Tu sais que j'ai eu peur de la poser, celle-là. Tu peux pas changer les règles du jeu en cours de route. Prends place, ma chère Elisabeth. Merci. Ou dois-je dire Madame la Ministre ? Elisabeth, ça ira très bien. Si vous me l'autorisez. Elisabeth, bienvenue dans Merci. Prends ta place. Je rêvais depuis un petit moment de jouer à ce jeu avec toi, pour plein de raisons. Déjà, tu as été successivement entrepreneur, ensuite à la tête de grandes entreprises tech, et ensuite, tout le monde le sait, mais ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, égalité des chances et de la diversité. Ouais. Et aujourd'hui, de nouveau entrepreneur. Et pourquoi je suis heureux que tu sois là ? C'est surtout parce que tu as une voix qui porte, une voix qui compte, et surtout quand tu parles de ces sujets, d'égalité des chances et autres, on sent que c'est très incarné. Tu as même lancé un mouvement qui s'appelle... La puissance du lien. Exactement, lancé le 8 mars dernier. Tu vas m'en parler d'ailleurs. Mais avant ça, je suis quand même obligé de te parler un peu des règles du jeu, parce que forcément, un bon jeu a toujours des règles. Oui, alors c'est important que je te dise que moi, je ne suis venue que pour jouer. Oui, mais du coup, il faut un cadre, n'est-ce pas ? Je sens que de toute manière, ça va être compliqué. Je le sens. Je vais être complètement dépassé par mon propre jeu. Alors, première carte, prends un stop. Donc, si tu tombes dessus, on revient sur quelque chose qui t'a bloqué, qui a pu à un moment te freiner dans ton parcours. Deuxième case, prends un coup de boost. C'est l'inverse, quelque chose qui t'a accéléré. On revient sur des expériences vécues qui ont fait que tu t'es envolé. Prends-en de la graine, c'est des retours d'expérience. Je veux que tu me racontes des choses qui peut-être t'ont fait grandir, peuvent faire grandir les autres. Prends soin de nous. On va revenir sur tout ce que tu peux donner comme conseil ou peut-être retours d'expérience qui peuvent aider des gens à avancer. Ouais. Cinquième case, prends pas la mouche. En d'autres termes, on va revenir sur des coups de gueule, des choses qui t'agacent. Et dernier, te prends pas la tête, la carte chance. Donc évidemment, je t'invite à tomber le plus souvent sur te prends pas la tête. Mais avant ça, Elisabeth, il faut que tu choisisses ton pion. Alors, j'aime bien te dire que ça va de Buzz l'éclair, en passant par les mignons, en passant par Obélix et sa fameuse potion magique. Je vais prendre Cléopâtre. Pourquoi Cléopâtre ? Cléopâtre, d'abord parce que dans l'histoire, on n'a pas énormément de femmes de pouvoir, de femmes puissantes qui s'assument, qui choisissent son homme, qui gouvernent, qui, pour moi, elle symbolise tout ça. Et en même temps, c'était quelqu'un de fragile. Et je trouve que c'est un magnifique rôle modèle. Magnifique. Let's go, je te laisse le mettre sur le début. Tu verras qu'elle a un peu la bougeotte Cléopâtre, donc elle tient pas bien. C'est vrai ? Oui, mais je suis sûr que tu vas l'aider. Maintenant, elle doute d'elle, tu sais, avec le temps qui passe, elle a besoin qu'on l'accompagne. Je te laisse, Elisabeth, et c'est parti pour prendre ta place. 2. On commence par des petits noms, mais Je assurément. prends un coup de boost. Dès le départ. Yes. Ascenseur social en panne. C'est le nom de cette carte. Tu as pris les escaliers ? Moi, j'ai pris que les escaliers. Et c'est pas une question de génération parce que les ascenseurs existaient déjà à mon époque. Non, j'ai pris que les escaliers parce que j'ai pas vu l'ascenseur. Non, mais c'est vrai. Il n'y avait pas, en fait. Non, il n'y avait pas d'ascenseur. Et en fait, je me suis pas posé la question. Il fallait que je mette un pied devant l'autre et que ce soit sur du plat ou pour monter, il fallait que j'avance. Est-ce que tu as eu le choix ? Parce qu'on se rend compte quand même que tu le racontes. En tout cas, j'ai fouillé aussi ta fiche Wikipédia. Une maman, femme de ménage, un papa ouvrier. Donc, en fait, tu pars de tout en bas. Ouais. Est-ce que tu as Mais le choix à ce on est moment-là ? nombreux comme ça, tu sais. Ouais. Moi, je connais plein de gens qui sont des transclasses, qui sont partis de rien, dont les parents avaient des conditions très modestes et qui, par le courage, le travail, la résilience, les rencontres, ont réalisé des choses. Et le talent, hein, il faut quand même en avoir. Et le travail encore. Et le travail encore. Hein, Ouais. et l'éducation. Oui. Hein, ça fait beaucoup de choses, mais c'est possible. C'est-à-dire que tu peux partir avec un niveau d'éducation qui n'est pas un bac plus 18 et réussir ta vie. Les diplômes, ça ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne réussissent pas. Bien et il y en sûr. a qui n'en ont pas et qui réussissent. Donc, il n'y a pas de règle. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas l'espoir très fort des parents aussi de te voir finalement réaliser des choses que eux n'auraient pas pu réaliser ? Eh ben, en vérité, je pense que ma mère n'avait pas plus d'ambition pour moi que le fait que je sois une gentille épouse, une bonne mère et que je prenne soin de tout le monde. Parce que c'est ce qu'elle a appris, c'est ce que sa grand-mère a appris avant. Et donc, elle ne pouvait pas avoir des rêves pour moi qu'elle ne pouvait pas imaginer. Et tu ne peux imaginer que ce que tu vois. Et elle ne voyait pas plus que ça. Donc, moi, mes rêves, je suis allée les chercher dans les livres, dans les films, et ça m'a inspirée toute ma vie. Elle vient d'où, ta niaque ? Ma niaque vient de ma révolte des injustices du monde. Ma niaque, elle vient du fait que
parce que tu nais dans un pays sans infrastructure, tu peux mourir en fait. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert. En fait, tu sais, on dit beaucoup de conneries sur l'immigration. Il y a peu, en tout cas, quand il s'agit d'immigration du sud vers le nord, il y a peu de gens qui quittent leur famille, qui quittent leurs amis, qui quittent leurs racines, qui perdent tout, parce qu'il y en a qui perdent tout pour partir chercher quelque chose de meilleur et qui le font de gaieté de cœur. Personne ne fait ça. Et moi, c'est dans ces conditions-là que je suis partie. Et Magnac vient du fait qu'il était essentiel pour moi que les sacrifices que mes parents avaient faits aient un sens. Je ne pouvais pas imaginer que tout ça, pour ça, que tout ça ne serve à rien. Comme un devoir de réussite. Comme un devoir de réussite. Je te laisse continuer. 3. 1, 2, 3. Prends pas la mouche. Incroyable. Pourquoi incroyable ? Parce que tu verras, ça s'inscrit parfaitement dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. 6 générations. D'après l'OCDE, il faut l'équivalent de 6 générations pour changer de classe sociale en France. Comment on fait pour que ça change ? D'abord, il faut commencer par l'éducation. C'est la base de tout. Les Anglais ont l'habitude de dire « knowledge is power ». Mais pour avoir accès à la connaissance, il faut pouvoir la trouver, il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir la comprendre. Et en fait, rien que le fait de savoir qu'un enfant issu d'un milieu populaire a jusqu'à 600 mots de vocabulaire en moins qu'un enfant issu d'une classe favorisée, la première barrière, le premier obstacle, il est là. Moi, pendant de très longues années, alors que je commençais à évoluer, quand on me posait la question on va déjeuner, je disais on va manger. Donc pour moi, manger, c'était matin, midi et soir. Les gens qui ont de l'éducation vont dire nous allons petit déjeuner, ensuite nous déjeunerons, ensuite nous dînerons. En fait, ce vocabulaire-là, c'est ce qui te permet de t'exprimer, c'est ce qui te permet d'exprimer tes idées, tes opinions, c'est ce qui te permet de répondre quand on te parle mal. Sinon, c'est la colère qui s'exprime. Donc l'éducation, tu peux pas mettre dans les quartiers populaires, là où il y a le plus de besoins, des profs qui démarrent leur carrière parce qu'ils sont vite débordés. Ensuite, je voyais un gamin la dernière fois qui me disait qu'au lycée, en seconde, ils sont, je crois, 37 par classe. 37. 37. Indécent. Tu peux pas apprendre dans de bonnes conditions. Moi, je pense que... Alors, la France est l'un des pays qui investit le plus dans l'éducation. Mais manifestement, aujourd'hui, il faut 6 générations pour espérer passer de la classe d'ouvrier à cadre. Donc, ça veut dire que cet investissement, il ne fonctionne pas. Comme disait Einstein, il n'y a que les fous qui répètent les mêmes actions en permanence en espérant des résultats différents. Donc, il est temps que ça bouge. Incroyable. On cite même Einstein à côté de Cléopâtre. Mais on a fait se rencontrer des gens. C'est le choc des générations. Continue, Elisabeth, je t'en prie. Yes, 5. Qu'est-ce qu'on avance vite ? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, prends soin de nous. Prends soin de nous. Ah, magnifique. J'ai peur, mais j'y vais. Quelle est ta plus grande peur professionnelle ? J'ai plus peur. Tu sais que j'ai eu peur de la poser, celle-là. Pourquoi ? Parce que je savais que tu allais me dire, mais mec, j'ai plus peur. Non, j'ai plus peur. Anthony, j'ai eu 54 ans il y a 10 jours. J'ai passé toute ma vie à avoir peur. Peur de ce que les gens disent, peur de ce que les gens pensent, peur de ne pas réussir. J'ai porté tellement de peur, tellement de fardeau. Et Toni Morrison, qui est une autrice qui m'a toujours inspirée, disait « Pour pouvoir t'élever, il faut que tu laisses les plombs qui te retiennent au sol. » Et j'ai vu que plus j'enlevais les peurs que j'avais, plus j'osais, plus j'avais d'audace, plus je réussissais. Donc, j'ai plus peur parce que finalement, il y a une question que je me pose et j'invite tes auditeurs et auditrices à se la poser. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? C'est sans doute lié aussi à ton parcours, mais moi, du coup, la question que j'avais envie de te poser sous-jacente, c'est quoi l'arme fatale face au doute ? Est-ce que tu as une arme fatale ? On a l'impression que tu doutes très peu. J'ai suffisamment douté pour savoir que le doute ne t'emmène nulle part. Et au contraire, le doute te tue. Il t'empêche de te réaliser. Il t'empêche de t'accomplir. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Et si tu vis en permanence dans ta zone de confort, ça veut dire que tu n'avances pas assez vite. Ça veut dire que tu ne te challenges pas. Ça veut dire que tu ne vas pas puiser au fond de toi toute ta force et ta puissance. Je vois qu'il y a Nelson Mandela qui est aussi quelqu'un qui m'inspire et qui disait
on n'échoue pas, on apprend ou on réussit. Hmm. Et je me pose systématiquement cette question. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et tu sais quoi? Ce pire n'arrive jamais. Et à chaque fois, je gagne. Parce que j'apprends. Même quand je me plante, j'apprends quelque chose qui m'est utile pour après. Tu sais, c'est quand Steve Jobs raconte que s'il n'avait pas été rejeté de son école, il n'aurait pas fait le coding. Voilà. Et ben c'est ça. En fait, il y a des expériences dans la vie qui sont douloureuses au moment où elles arrivent, mais elles sont là pour t'apprendre quelque chose qui te sera utile plus tard. Et de repousser. Incroyable. Moi, je me dis quand même qu'il faudrait une masterclass d'Elisabeth Moreno dans chaque classe de CE2, CE1, CE2, je sais pas. C'est le moment où tu sors de l'œuf, tu sais. Ça ferait du bien. Tu sais, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit à la maternelle. Oui, non, mais vraiment, on peut avoir 2 sessions. On sous-estime la capacité des enfants à comprendre les choses. Bien sûr. Et je pense que le poids des représentations, tu les combats au quotidien, ou au contraire, tu y contribues par ce que tu fais. Mais voir plus d'Elisabeth Moreno ou d'autres, tous ceux que j'invite aussi dans Prends ta place, à être peut-être plus présents, plus visibles. Tu en as conscience aussi à quel point ces représentations elles sont essentielles? Bien sûr que j'en ai conscience. Tu vois, moi, je suis à la tête de la fondation Femmes Numérique. Si les jeunes filles savaient qu'au début de l'informatique, il y avait Ada Lovelace, si elles savaient que sans Catherine Johnson, on ne serait peut-être pas allé sur la Lune, si on parlait davantage de Marie Curie, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'on ne peut devenir que ce qu'on peut imaginer. Bien sûr. Et les représentations ouvrent ton imagination. J'ai appris une citation l'autre jour que j'ai trouvée mais tellement exceptionnelle. L'esprit, c'est comme un parachute. Pour que ça fonctionne, il faut l'ouvrir. En vérité, ouvrir ton esprit, c'est voir des personnes que tu n'imagines pas faire des choses que tu ne t'imaginais pas capable de faire. Et ça, c'est très, très, très important. Mais pas des rôles modèles, pas des Barack Obama, pas que des gens qui te semblent tellement loin, mais des gens qui sont tes voisins, bien sûr, auxquels tu peux t'identifier parce que tu te dis « Ah oui, mais si elle l'a fait, je peux peut-être aussi y arriver. » Donc, tu sais, c'est notre quotidien d'associative. Je fais vraiment une apostrophe, mais avec Mounira, lorsqu'on a lancé Diversity, c'était vraiment notre souhait de se dire on veut montrer des gens qui réussissent, mais qui sont atteignables, accessibles et dont les témoignages peuvent parler. On le sait, tu as grandi à Tismons dans le 91, à quel point on a manqué de ces représentations-là. Comment, en fait, on dit à tous ces gamins-là, tu peux être footballeur, tu peux être un artiste, mais tu peux aussi accéder à d'autres types de métiers. Allez, on continue, on est trop d'accord là, ça va pas, il faut un peu de débat. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends soin de nous. Prends soin de nous à nouveau, décidément. Politique, meilleur et pire souvenir en tant que ministre? Le meilleur souvenir, c'est quand Jean Castex me propose de rejoindre le gouvernement. Quand je reçois ce coup de fil de Nicolas Revel, qui était à l'époque le directeur de cabinet de Jean Castex, et qui me dit, alors il faut se mettre dans le contexte, je vis en Afrique du Sud avec ma famille, on est en pleine Covid, et je lui dis, mais vous devez vous tromper de personne, ça me touche, mais en fait, moi je m'appelle Elisabeth Moreno, je suis vice-présidente d'HP Afrique, et je vis à Johannesburg. Et il me dit, nous savons qui vous êtes, et nous aimerions savoir si, sur le principe, vous seriez d'accord pour nous rejoindre. Waouh. Et là, je regarde mon mari, je regarde ma fille, il dit... N'y va pas. non, mais je dis, mais c'est une blague. Oui, une blague. Il y a quelqu'un qui va... Il y a un canular. Et donc, je lui dis, mais ça dépend, pour faire quoi? Et là, il me dit, ne quittez pas, je vous passe le Premier ministre. Et là... Excellent. Je me dis, mais il est sérieux. Et parce que j'ai jamais fait de politique, je viens pas de ce monde-là, je pensais pas que c'était un monde pour moi. J'ai pas fait les études pour, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENA. Je connaissais personne du monde. Je me disais, mais comment? Pourquoi moi? Ce que j'ai appris plus tard, c'est que l'ambassadeur de France, qui vivait donc en Afrique du Sud, avec qui j'avais travaillé sur comment aider les femmes en difficulté, il avait parlé de moi à l'Élysée. C'est comme ça qu'ils sont venus vers moi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une passe décisive. Alors ça, c'était pour mon meilleur souvenir. Mon pire souvenir, c'est quand j'ai réalisé toute ma naïveté sur l'engagement politique. Tu veux dire tous les gens qui te veulent du bien dans cet environnement-là? D'abord, c'est le monde le plus violent
auquel j'ai jamais été Et confrontée. c'est fou parce que tu venais du monde du business, tu venais pas du Et monde des pourtant, bisounours. un monde hyper compétitif, très masculin. Et tu Oui. sais combien l'esprit de compétition est présent dans ces Et on environnements-là. voit que tu as mis beaucoup de force dans le très Très masculin. testostéroné. Ouais. Et donc, je suis pas tombée de la dernière pluie. Je suis pas Oui. un lapin de 4 semaines. Je sais ce que c'est que de se battre pour Oui, ses t'es idées. pas pour ses arrivé voilà. en jeune Voilà. première, tu Voilà. avais déjà un peu d'expérience. Eh ben, je vais te dire une chose. J'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui étaient là pour gérer leur carrière Oui, c'est professionnelle. ça. J'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient là pour prendre la lumière. Et quand tu mets toute ton énergie dans les batailles partisanes, à gérer ta carrière, à prendre la lumière, à prendre la bonne place Oui, au bon moment-là, c'est ça. en fait, quelle énergie te reste-t-il Plus pour grand. t'occuper Ouais. du bien commun, de l'intérêt général et collectif? Plus grand-chose. Ouais, quelques paroles en médias par-ci par-là, mais Voilà. plus grand-chose dans l'action. Quoi. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été Une douche froide. une douche glacée. Eh ben, ça donne envie, on va tous se lancer en politique. Alors, c'est bien que tu dises ça, Ouais. parce que je n'ai aucun regret. Mais c'est sûr. J'ai adoré cette expérience. J'imagine. Parce que, il n'y a rien de plus noble, a priori, que servir son pays. Oui. Et quand, tu vois, souvent on me dit, mais où est-ce qu'on a le plus d'impact? Est-ce que c'est en tant que chef d'entreprise ou est-ce que c'est en politique? Eh ben, je crois que la politique noble peut transformer des vies pour Oui. le meilleur. La Celle politique qui- noble, c'est rendre possible ce qui est souhaitable. Et rien que pour ça, c'est important qu'on s'engage. Parce que tout est politique. Parce que toutes les décisions que les politiques prennent matin, midi et soir ont un impact sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur l'avenir de notre pays, Sur le harcèlement sur scolaire. le harcèlement scolaire, sur les violences faites aux femmes, Sur les l'immigration. inégalités, sur l'immigration, surtout. Donc, il est extrêmement important qu'on s'y intéresse parce que c'est notre vie qui est en jeu. Et notre pays, notre quotidien, nos droits. Exactement. On a la chance de vivre dans un état de droit, avec des institutions qui fonctionnent. Et ça, c'est une chance. Je ne dis pas ça pour faire joli. Non, bien sûr. On connaît plein de pays où ce n'est pas le cas. Où quand tu sais que dans certains pays, parce que tu nais fille, tu ne peux pas aller à l'école, tu vois, ça te montre... La colonne vertébrale voilà. aussi de notre pays. Ce pays est extraordinaire. On s'en rend pas compte. Les Et c'est fondements, dommage. bien sûr. Madame la ministre, parce que là, je vois que j'ai ouvert... Que le temps passe. Je vois simplement que dans l'éventail des cartes d'Elisabeth Moreno, j'ai ouvert la page ministre. Et l'air de rien, c'est une de celles des plus récentes. Oui, c'est vrai. Et de celles qui a le plus marqué ta vie Ah en termes oui. d'intensité. Oui. Donc, je sais que je peux passer au moins une heure On pourrait à prendre ta place. passer... Non, 1 heure toute la nuit. Oui, toute la nuit. Alors, c'est parti. Et Un. Ah. Prends pas la mouche. Et tu vois, on va passer de la chose politique à la chose qui était quand même assez politique dans ce que tu as mené. 97, Oui. c'est le nombre de féminicides en France depuis Ouais. le début de l'année 2023. Ouais. En d'autres termes, le nombre de femmes mortes sous les coups de leur conjoint Ou ex-conjoint. ou ex-conjoint. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est un sujet qui me touche beaucoup, 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 beaucoup. J'aurais tout donné pour partir de mon ministère en disant on a éradiqué les féminicides. Et en te disant ça, j'ai conscience de combien ça ne serait pas arrivé. Parce que depuis des siècles, certains hommes considèrent les femmes comme des objets. Et qui dit objet, dit je prends, j'utilise et je casse quand je veux. On est rentré dans une phase de changement civilisationnel. Tu vois, il ne faut pas oublier qu'il y a à peine 60 ans qu'on a le droit de travailler sans demander l'autorisation à nos maris. Il ne faut pas oublier que dans le code napoléonien, si tu tuais ta femme parce qu'elle était accusée d'adultère, eh ben, tu n'étais pas condamné en fait. Tu étais excusé. C'est fou. Et donc, la manière dont les femmes sont perçues dans la société aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que je sais que les femmes ne sont pas des victimes, mais la manière dont elles sont traitées, tu vois, les meurtres, les assassinats, les viols, toute la maltraitance, et ça existe dans le monde entier, tu vois. Il n'y a aucun pays sur la planète aujourd'hui qui peut dire que ces femmes et ces filles jouissent concrètement, sur le papier, oui, mais concrètement, du même traitement que ces hommes ou ces garçons. Il y a l'exemple de l'Espagne qui a quand même réussi à baisser drastiquement. Oui. Est-ce que la réponse, c'est la Et tolérance zéro? je suis allée en Espagne. Et tu vois, la semaine où je suis allée visiter ma collègue en Espagne, elle me dit, tu sais, c'est un combat sans fin. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Et cette semaine,
il y a un type que sa femme a quitté pour se venger. Il a enlevé leur fille et il est allé la noyer. Tu vois la folie humaine. Je reviens souvent à la question d'éducation. Bien sûr. L'éducation est fondamentale sur ce sujet. L'éducation des garçons, pour qu'ils apprennent à respecter la femme comme un être humain, comme un être humain. Apprendre aux filles que dès la première gifle, dès le premier pincement, aucune tolérance face à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc l'éducation est fondamentale. Après, la famille. La famille, l'entourage. Comment l'entourage réagit? Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me disaient on savait, mais on ne voulait pas s'en mêler. Ouais. Et puis, on ne voulait pas briser la famille. Et puis, il y a même des femmes qui m'ont dit on est allé déposer plainte et le policier ou le gendarme nous a dit vous êtes sûr que vous voulez sûr. Mettre votre famille en... Oui. Et donc, en fait, c'est un schéma mental. L'école, quand tu vas emmener ton enfant à l'école et que 3-4 fois, tu y vas avec un œil au beurre noir et que tu dis je me suis pris une porte, à un moment, non. Oui, les voisins qui entendent le bruit et qui ne disent rien. En fait, si on prend ce sujet collectivement et que chacun fait sa part, on y arrivera. Donc, c'est un sujet de société, c'est du collectif. C'est un sujet de société. On a fait voter en 6 ans 6 lois. Jamais il y a eu autant de lois votées pour protéger les femmes, pourtant, pour leur donner leur autonomie, etc. Mais tu ne vas pas changer... en 6 ans, des siècles de patriarcat profondément ancré chez les hommes et aussi chez les femmes. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, je reconnais que c'est un sujet qui prend du temps à être traité. Mais tu vois, si tu trouves un logement à la personne, qu'elle peut partir avec ses enfants, parce qu'il ne faut jamais oublier que les enfants sont des victimes directes. Oui, direct. Quand tu vois ton père battre ta mère à l'âge adulte, et il y a des études qui prouvent ça, soit tu deviens victime, soit tu deviens bourreau. Ouais. Donc, il faut protéger la victime et il faut protéger l'enfant. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les places d'hébergement d'urgence et de non-urgence pour que tu puisses partir dès que tu le souhaites. On a travaillé sur les bracelets anti-rapprochement, d'éloignement. On a travaillé sur les prises de plainte dans les commissariats. On a formé les policiers, on a formé les gendarmes. On a travaillé, j'ai doublé le budget des associations qui aident les victimes. En fait, il y a plein de choses qui ont été faites, mais encore une fois, le changement de mentalité est tellement long que parfois les femmes ou les victimes, parce qu'il y a aussi des hommes victimes, mais c'est 85% de femmes. Bien sûr. En fait, il y en a qui ne vont pas déposer plainte. C'est ça. Il y en a qui appellent... Qui ont peur. Hein. Oui. En fait, il y en a qui appellent les gendarmes ou les policiers et quand ils arrivent, elles disent « Non, mais je vous ai juste appelé pour le calmer, je ne veux pas déposer plainte ou quoi que ce soit. » Donc, tu vois, quand je te dis que ça vient de loin, et donc, c'est pour ça que je te dis, il y a un travail collectif, il y a la responsabilité de l'État, faire voter les lois pour protéger les victimes et leurs enfants, trouver les places d'hébergement, faire en sorte que les policiers et les gendarmes prennent les plaintes correctement, qu'elles soient correctement traitées, que la justice accélère les procédures quand c'est le cas, le rôle des familles, le rôle des voisins. Et c'est pas de la délation. Non. C'est que quand tous les soirs, tu entends des cris, des hurlements, des pleurs, tu dises quelque chose. Tu vois, c'est une manière de protéger son prochain. 3919 pour celles qui nous écouteraient. 3919 pour celles qui subissent aussi des violences. Oui. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, agissez de manière à ne pas dire « Ah, si j'avais su ». Oui. Pas parler au passé. Parce que ça peut être parfois trop tard. Parce que souvent, c'est trop tard. Moi, je tenais à te dire ça parce que je me souviens de cette interview que tu avais donnée sur France Info sur ces sujets. Et on sentait que ça te touchait énormément. Et c'est bête, mais je dis pas que nos ministres ou nos politiques sont pas sincères, mais d'avoir quelqu'un qui avait... On sentait que tu étais en manque de réponses utiles parce que face à des chiffres qui baissent très peu, on parle de 3% de féminicides en moins en l'espace d'un an. 3%, c'est toujours quelques vies sauvées. C'est toujours quelques vies mais c'est toujours trop peu. Oui, par rapport au fléau que c'est. Tu as fait ce que tu as pu. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, mais ce sera jamais assez. Tant qu'il y aura des femmes qui mourront, ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez. Elisabeth, on continue. 2. Ah, prends un stop. Prends un stop. Cap-Vert. Tu quittes ton Cap-Vert natal et arrives en France de manière précipitée. Tu m'en dis plus ?
On quitte le Cap-Vert parce que un matin à l'aube, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu sais, c'est les années 70. On habite un petit village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et on s'éclaire avec des petites lanternes en pétrole. Et la voisine vient toquer à la porte très tôt. Tu sais qu'en Afrique, on se lève avec le soleil. Et elle dit à ma mère, ta chèvre a encore coupé sa corde et elle est en train de déterrer mes plantations. Ma mère part 6 minutes peut-être, qui me semble une éternité. Et elle n'est pas partie que j'entends ma sœur pleurer dans son berceau. Alors je prends la lanterne et je vais sur son berceau et je me penche sur elle et ça m'échappe des mains et le pétrole se renverse et son berceau prend feu. Waouh, quelle histoire. Et là, t'as quel âge? J'ai 5 ans et je suis tétanisée, mais tellement tétanisée que ma voix ne sort pas de ma gorge. J'arrive pas à crier. Je suis fascinée, je sais pas quoi faire. Et à un moment donné, je m'entends hurler et je vois ma mère rentrer en tombe dans la pièce et je sais plus ce qui s'est passé après. Trop et ma noir. sœur a été grièvement brûlée. Et tu vois, tu es au Cap-Vert, tu es dans les années 70, il n'y a pas les infrastructures médicales. Le Cap-Vert était encore une colonie portugaise, donc on nous envoie en Portugal pour la soigner. Le Portugal n'y arrive pas parce que c'est trop grave, ils ont un accord avec la France, ils nous envoient en France et notre vie a complètement changé. Je garde un attachement profond pour le Cap-Vert. Parce que c'est mon histoire, parce que c'est là que sont nés mes parents, mes grands-parents, c'est là que sont nés nos ancêtres. Et j'ai un amour profond pour la France parce que c'est le pays qui a sauvé ma sœur. Grâce aux infrastructures, aux médecins, elle a été sauvée. Et tu vois, je sais qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont une double culture, une double nationalité, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas qui ils sont. Moi, je sais parfaitement qui je suis. Je suis capverdienne et je suis française. Je suis africaine et je suis européenne. J'adore. Elisabeth, on continue. Ah, 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends un stop de nouveau. Je vais t'aider parce que notre petite Cléopâtre, elle tient plus debout. Handicap invisible. 80% des handicaps ne se voient pas. Oui. Tu recules de 2 cases. Je recule de 2 cases. Comment on vit ou comment on avance avec un handicap invisible? C'est un sujet tellement, tellement important parce que il y a les personnes qui ont envie que leur handicap invisible soit vu et il y a des personnes qui n'ont pas envie que leur handicap invisible soit vu. Et toi, c'est... Moi, pendant un long moment de ma vie, je ne voulais pas qu'on m'en parle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est née ma mèche. Je cherchais un moyen de faire en sorte que mon handicap visuel ne se voit pas. J'étais incapable d'en parler parce que c'était douloureux, parce que c'était lourd à porter. En plus, mon handicap est arrivé à l'âge de 20 ans, tu vois, à l'âge où... Voilà, je ne suis pas née avec, donc je fais partie des 90%, parce que la majorité des personnes en situation de handicap souffrent de ce handicap au cours de leur vie. Ils ne naissent pas avec. Et moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, tout allait bien. Et un jour, boum. Et en plus, le médecin me dit, vous allez probablement perdre la vue. Et pour moi, c'était un drame absolu. D'abord parce qu'à 20 ans, tu as envie d'être beau, tu as envie de plaire. Et j'ai ce truc qui me tombe sur la tête et je ne sais pas d'où il vient, pourquoi. Et donc, tu as ce côté, c'est pas juste, pourquoi moi, etc., etc., etc. Et j'ai tout fait pour ne pas le voir, pour que les gens ne le voient pas et pour que moi, je ne le vois pas. Déjà, Internet est curieux. Un jour, ma fille m'a dit, non, c'est ma sœur qui m'a dit ça, elle m'a dit, j'ai tapé ton nom sur Google et tu sais, la première chose qui sort, c'est Elisabeth Moreno, mèche, œil. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut faire aux gens, en fait, mon œil? En quoi c'est... Et elle me dit, c'est la curiosité humaine. Du coup, j'ai tapé et donc les 3 choses qui sortent en premier, c'est œil, mari, salaire. Oui, c'est ça.
le plus important en fait dans ta carrière. C'est vrai que ça guide finalement qui tu es. C'est ça, incroyable. C'est incroyable. Ça. Tu peux pas être juste Non, Elisabeth Moineau. non, c'est pas possible. L'œil, le mari. Les gens ont besoin de te mettre dans des cases et de comprendre, et comme si un handicap définissait une personne. Mais c'est ainsi que nous sommes faits. En fait, au fur et à mesure que je suis devenue un rôle modèle, j'ai pas choisi d'être un rôle modèle. Je suis devenue un rôle modèle par la force des choses, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a besoin de représentation, on a besoin de s'identifier, et je suis devenue un rôle modèle de la diversité. Je comprends pas d'ailleurs, moi, comment tu as pu... Oui. Ouais, tu coches aucune case, en fait. Aucune. C'est peut-être ça la force. Moi, je disais all inclusive. C'est un package. Et au fur et à mesure, on me posait la question, et ça aussi, c'est assez intéressant, parce que les adultes te regardent, mais ne demandent pas. Oui, ils n'osent pas. Les enfants te demandent. Et comme je faisais des interventions dans les lycées et dans les collèges, les jeunes me disaient « Pourquoi vous avez une mèche ?» C'est ça. Et là, bon, obligé de répondre. Et en fait, j'ai commencé à en parler parce que quand tu parles de certains sujets tabous, tu autorises les autres à en parler. N'est-ce pas ? Et je trouve aussi que quand tu es concerné, c'est quand même important de pouvoir aussi porter cette parole, parce qu'il y a toujours les autres qui peuvent en parler. Mais des fois, t'as pas envie. Mais je comprends. Moi, j'ai eu du mal à en parler. Bien sûr. Parce que pour moi, c'était un sujet douloureux. Et il faut respecter ça. Les gens qui ont envie d'en parler, qu'ils en parlent, et les gens qui n'ont pas envie, qu'ils n'en parlent pas. Et j'en ai parlé pour la première fois il y a 2 mois, je crois. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que je suis allée aux Jeux paralympiques, que j'ai vu des personnes sans bras, sans jambes, sans ouïe, sans vision, qui faisaient des choses extraordinaires. Breaking news, Elisabeth n'est finalement pas une super-héros. ça. Tout le monde le sait. Il te manque ta carrière d'athlète. Mais Il me manquait la carrière d'athlète. Mais au moins, comme ça, on arrête avec ce sujet. Qu'est-ce qu'il a à ton œil ? En fait, j'ai un ptosis, j'ai un neurinome du 3e droit, c'est-à-dire que mon nerf optique ne fonctionne pas bien. Et donc, cet œil, c'est comme s'il était déconnecté du reste. D'accord. Et donc, je ne vois pas bien et ma paupière tombe. Et tu vois, là, je suis face à toi. Si j'avais pas ma mèche, tu serais gêné. Et en fait, je le fais pour moi et je le fais pour les autres. Incroyable. Qu'est-ce que tu dis à une jeune fille ou un jeune homme qui doute de lui parce qu'il ou elle a un handicap? Oui, ou peut-être un problème aussi malvoyant. Écoute, je vais te dire ce que Jamel Debbouze m'a dit il y a quelques semaines. On a une conversation et je lui dis ce handicap quand même. Et il me dit, c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie parce que ça m'a permis de développer d'autres capacités que je n'aurais certainement pas développées si j'avais été comme tout le monde. Et j'ai envie de dire à cette jeunesse, à ces jeunes ou moins jeunes, peu importe. D'abord, votre handicap ne vous définit pas. Ensuite, on vit dans un pays où il y a beaucoup de manières de gérer certains handicaps. Et enfin, c'est pas parce que vous avez un handicap que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez pas de la volonté, que vous n'avez pas de l'énergie. Et Théo Curin, incroyable, qui est un garçon exceptionnel, Virginie Delalande, qui est avocate alors qu'elle a un trouble de la parole. Devenir avocate... Je crois qu'elle est malentendante. Oui, elle est malentendante. Et oui. Du coup, ça a un impact sur... T'imagines, tu deviens avocate alors que tu es sourde. Incroyable. Mais ce sont des modèles... hors normes. Hors normes. Et qui inspirent toute une génération aussi. Exactement. Et ce sont des modèles accessibles parce qu'ils sont tous d'une générosité exceptionnelle. Donc, je veux leur dire que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Mais ne laissez personne définir votre vie et votre handicap ne vous définit pas. Et c'est une phrase très forte. C'est celle qu'on retient. D'ailleurs, j'en profite parce que Théo Curin sera invité dans la saison 2. Il n'a pas pu être là dans la saison 1. Voilà, il est exceptionnel, ce garçon. Théo... Il est drôle, il est intelligent, il est beau, il est fort. Il a toutes les qualités du monde. C'est un très beau rôle modèle. Je voudrais que, Théo, si tu nous écoutes... je pense que tu es le gendre idéal. Et surtout le bienvenu dans Prends ta place. Parce qu'il a des choses fortes à nous léguer. Si, c'est Elisabeth, j'ai l'impression que tu veux m'échapper.
4, 5, 6. 6. Prends pas la mouche. Prends pas la mouche. J'aimerais bien tomber sur Te prends pas la tête. On dit que je suis tombée sur Te prends pas la tête. Ce qui est bien, c'est que quand je suis face à une ministre, qu'est-ce que vous voulez que je change les règles? C'est elle qui les faisait il y a encore quelques mois. Non, mais parce qu'on en a fait plusieurs, sauf Te prends pas la tête. Et moi, j'aime bien ne pas me prendre la tête. Eh ben, ça me va. Retour à la vie. Ouais. Tu ressuscites une grande figure de l'égalité femmes-hommes. Quelle est cette personne et pourquoi? Gisèle Halimi, d'abord parce qu'elle était toujours du côté des victimes. Elle s'est jamais posé la question est-ce qu'elle dit la vérité oui, mais peut-être que elle l'a aguiché. Oui, mais peut-être qu'elle était habillée de telle manière que elle écoutait et non seulement elle écoutait, mais elle respectait la parole des femmes et elle a porté des causes pour les personnes LGBT+, All inclusive aussi. all inclusive. Allez, she's back. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Je lui On dis l'invite à la merci. fête. On la remercie. Et c'est amusant quand son nom a été un peu tiré dans cette botte là de qui est-ce qu'il fallait avoir en grande figure. Il y a eu comme des espèces de polémiques du passé, comme quoi finalement quand on est dans le camp des victimes ou camp des personnes qu'il faut Alors, je vais accompagner. t'expliquer quelque chose que j'ai apprise de mes 2 années en politique. Les politiques n'existent que quand ils créent des polémiques. Et du remous. Sinon, personne ne parle d'eux. Et donc, par conséquent, ils ont besoin de créer du buzz. Et de belles choses, ils en font des choses terribles. Donc, il faut avoir du recul. Il faut avoir de la nuance. Et peut-être de la tension aussi, non? Quand je dis de la tension, c'est que s'il n'y a pas de friction, comme tu le dis, s'il n'y a pas de frottement, ça n'avance pas. Souvent, on me dit, oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ces féministes radicalisées? Il y a beaucoup de droits qui ont avancé grâce aux activistes. Si certaines féministes se radicalisent, c'est parce qu'elles en ont marre d'attendre que les choses qui devraient se faire naturellement arrivent. Et je pense qu'il faut de tout pour faire bouger un monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un de radical. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon éducation. Mais je comprends pourquoi on en arrive là. Et il faut reconnaître que on fait beaucoup de progrès scientifiques, technologiques, mais on ne progresse pas suffisamment vite sur les droits humains. C'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce qu'on a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas parce que non, c'est la vie, c'est plus complexe que ça. Et les droits s'écrivent au quotidien. Je t'en prie, Elisabeth, continue. 6. Incroyable. J'ai une veine. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et bah décidément. Ah bah tu vois, c'est finalement peut-être la meilleure carte pour finir ce jeu. Si je te dis petit pays. Ah, Césaria Evora. Et du coup la musique c'est petit pays. Je t'aime beaucoup. Petit. Je t'aime beaucoup. Incroyable. Quel souvenir tu gardes du Cap-Vert natal et surtout quel lien tu entretiens aujourd'hui avec lui? Mes premières années d'enfance, je les ai vécues au Cap-Vert. Donc beaucoup de tendresse, beaucoup de joie et aussi beaucoup de peine. Des peines, mais j'ai vu que tu avais créé aussi un club, Ouais, un club le Cap-Vert d'entrepreneurs. Business Club. Ça Ouais. existe encore? Ça existe encore. Incroyable. C'est un club que j'ai créé avec d'autres entrepreneurs il y a une vingtaine d'années. Les Cap-Verdiens sont très associatifs et il y avait beaucoup d'associations qui existaient. Je me suis dit, je ne vais pas créer une énième association culturelle. Qu'est-ce que je sais bien faire? J'étais dans le business et moi, je crois beaucoup à l'entraide et à la solidarité. Et quand on est entrepreneur, parfois, on est seul. On a besoin de pouvoir échanger, partager, d'ouvrir son réseau, etc., etc. Et donc, on a créé ce club avec l'intention de réunir les entrepreneurs capverdiens et français et franco-capverdiens qui avaient l'amour du Cap-Vert et de la France et de créer un groupe plein de synergie, de connexion, de passion entrepreneuriale. Et ça a été une aventure exceptionnelle dans ma vie. J'ai pas de doute. Et bravo à toi encore de créer du lien. Je peux pas te laisser parler de lien sans t'entendre sur la puissance du lien. Ouais. Parce que tu as créé cette association. Ouais. J'ai créé cette association, La Puissance du Lien, parce que je me suis dit que l'une des choses les plus précieuses que nous avions dans nos vies en tant qu'êtres humains, ce sont nos relations humaines. C'est les relations qu'on entretient avec nos familles, avec nos amis, avec notre communauté, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, etc., etc. Et je trouve qu'en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Ouais. Il y a tellement de crises anxiogènes, il y a tellement de choses difficiles qu'on a tendance à se replier sur soi,
à regarder l'autre en chien de faïence, etc., etc. Et toi, tu prends l'inverse. Et moi, je prends le contre-pied. Tu m'appelles. Salut t'appelle Anthony. et je te dis, Anthony, j'ai une idée de dingue. Il faut 200 mentors. Dans 2 semaines, je veux organiser un événement avec des femmes et des hommes qui ont réussi et qui vont tendre la main à des femmes jeunes et seniors qui ont des projets plein la tête, mais qui n'ont ni les codes, ni les réseaux et qui ont juste besoin qu'on leur dise « tu vas y arriver, je vais t'aider ». Et donne le chiffre. On a eu 800 personnes dans la salle, un jour de grève. Un jour de grève. 10 000 personnes qui nous ont suivis Magnifique. en ligne. L'association a été créée au mois de mars 2023. Le 8 mars, c'est l'acte fondateur. Et on a formé 400 binômes de parrains, marraines, de filleuls. Et ça a nourri mon cœur parce que beaucoup de gens m'ont dit, ce jour-là, on a vu dans la salle des femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Bah oui. Il y avait des femmes issues de toutes les confessions religieuses. Il y avait des femmes de toutes les couleurs, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Il y avait des femmes qui venaient de Versailles et de Neuilly et du 16e et du 5e, comme il y avait des femmes qui venaient du 9-3, du 9-1, etc., etc. Donc, ça a été un moment de partage, de communion et d'échange comme j'en ai rarement vécu dans ma vie. Et je veux remercier tous les parrains et les marraines qui donnent de leur temps et de leur énergie. Je veux remercier les associations comme Diversity Days, comme Mosaïque, toutes ces associations en fait qui se sont ralliées à la cause, toutes les entreprises qui ont demandé à leurs collaborateurs et collaboratrices de participer à l'événement. Et tu sais quoi ? Ça montre que ce que nous avons de plus précieux dans nos vies, ce sont les liens humains. Mais en fait, t'étais la pitcheuse hors pair, Elisabeth. Mais moi, j'aimerais te remercier parce que ce moment-là, c'est cette capacité assez unique que tu as à connecter des gens qui ne se seraient pas rencontrés, sans ta capacité à parler à tous ces mondes dont on a parlé pendant tout ce jeu Prends ta place, à la fois des gens du monde de l'inclusion, du monde de l'entreprise, du monde associatif. Donc, cette puissance du lien, c'est toi. Et donc, merci d'être cette puissance du lien. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est malin, ce jeu. Franchement, c'est malin. J'en ai fait des podcasts, mais ça, c'est même pas un podcast. Ça, c'est juste... C'est un jeu. Alors, bravo. Je merci. t'en prie, merci. Tire une dernière fois, comme ça, tu arrives sur Prends ta place. Et merci pour les bons compliments. 1, 2, donc tu es arrivé. Donc, je suis arrivée sur Prends ta place. Si un jour, on m'avait dit que Cléopâtre prendrait sa place, j'y aurais peut-être pas cru. C'est énorme. Non, j'ai une dernière question pour toi, Elisabeth. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères avoir pris ta place ? Oui. C'est tellement affirmatif. Oui, j'ai pris ma place parce que je suis là où j'ai décidé d'être. Et est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Oui, il y a quelque chose. Non, vraiment, je veux dire quelque chose parce que, tu sais, il y a une dizaine d'années, je suis tombée sur un livre d'une infirmière qui accompagnait les mourants, les gens qui savaient que dans 2-3 jours, ils allaient mourir. Fin de vie. Et voilà, la fin de vie. Et elle leur a dit quels sont vos 5 plus grands regrets. Et ce livre m'a vraiment transformée parce que, est-ce que tu sais quel est le premier regret des mourants ? De ne pas avoir fait certaines choses ? Oui, en quelque sorte. Le premier regret des mourants, c'est de ne pas avoir vécu la vie dont ils rêvaient. Ils ont suivi ce que leur demandaient leurs parents, leurs maris, leurs conjoints, leurs partenaires, leurs enfants, leurs profs, et ils se sont oubliés. Ils ont répondu à ce qu'on attendait d'eux au lieu de vivre pleinement la vie qui était la leur. Le nombre de gens des chefs d'entreprise qui ont merveilleusement réussi, qui dirigent des grands groupes et qui me disent en fait, moi, je voulais pas faire ça, je voulais devenir menuisier. Mais mes parents m'ont poussé à faire des études. Et moi, je dis que en fait, ta place, c'est celle que tu choisis. C'est celle qui correspond profondément à ce que tu es à l'intérieur de toi. Et personne, même pas tes parents, ne savent mieux que toi qui tu dois devenir. Magnifique. Merci d'être venu dans Prends ta place. C'était une joie. On est ensemble. Merci pour ton invitation. Ne change rien. Et merci de donner autant. Merci beaucoup. Plein d'amour. Pour tous ceux qui ont apprécié ce rendez-vous et cette compagnie avec toi, Elisabeth, je les invite à nous suivre ici ou tout simplement activer la petite cloche pour le prochain rendez-vous. Merci à toi, Elisabeth, de nous avoir accordé de ton temps et surtout d'avoir pris ta place et d'avoir joué avec moi. À bientôt. Merci pour ton invitation et à tous ceux qui nous ont écoutés. Votre place vous attend. Alors allez-y. Foncez!